L'un de mes grands-pères l'avait faite, la guerre de 14. Il s'était engagé, il avait 18 ans. Le jour de son baptême du feu, il fut enseveli par un tir d'obus, se releva aussitôt et fit la guerre jusqu'au bout. Mon autre grand-père n'avait été mobilisé qu'en 1919, après l'armistice. Comme il avait appris l'allemand à l'école, il était parti avec l'armée française occuper le pays des vaincus. Cela ne m'étonnait pas. C'était moins redoutable que la guerre des tranchées, qui n'avait laissé que ruines et désastres. Qu'avait-il fait là-bas en Allemagne ? Je ne le lui ai jamais demandé. Ce jeune homme de 22 ans pouvait-il même imaginer que le sort de l'Europe, que le XXe siècle était en jeu ? Que le chaînon manquant entre les deux guerres mondiales était sous ses yeux et qu'il ne pouvait pas le voir, occupé qu'il était à occuper le pays de l'ennemi héréditaire, à s'occuper de découvrir les beautés de la Rhénanie, cette proche voisine, cette cousine germaine qu'il prenait en photo sur des plaques stéréoscopiques. Alors j'ai questionné ceux qui s'étaient trouvés sur les bords du Rhin en même temps que lui. J'ai interrogé leur mémoire. J'ai cherché à retrouver ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu. J'ai voulu comprendre comment, en occupant une partie de l'Allemagne, la France avait joué avec le feu. L'armistice, signé le 11 novembre 1918, marque la suspension de la guerre. Les Allemands traversent le Rhin pour rentrer chez eux. Mais la guerre pourrait reprendre. Pour l'empêcher, l'armistice a prévu une mesure de sécurité. La démilitarisation de la région d'Allemagne à la frontière avec la France et la Belgique, la Rhénanie, de part et d'autre du Rhin. Les troupes alliées viennent occuper la rive gauche. Sur la rive droite, ils prennent possession de 4 têtes de pont et d'une bande de 50 km de large. Les Belges sont autour d'Aix-la-Chapelle. Les Britanniques ont la région de Cologne, les Américains celle de Coblence et les Français s'installent à Mayence. La France, qui a récupéré l'Alsace et la Moselle, a obtenu la part du Lion, les 3/4 des territoires occupés. Depuis l'armistice du 11 novembre jusqu'à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919, vont s'écouler plusieurs mois de tractations entre les vainqueurs. Car les Alliés ne s'accordent pas sur le sort à réserver aux frontières de l'Allemagne. En attendant, les opérateurs du service cinématographique des armées sont envoyés pour faire des images. Il faut stocker les preuves que l'Allemagne est bien vaincue. La région du Rhin est l'enjeu d'une bataille souterraine. L'Allemagne s'est unifiée depuis 1871 autour de la Prusse et de Berlin, sa capitale. Détacher peu ou prou la Rhénanie de l'hégémonie prussienne, ne serait-ce pas un moyen habile d'affaiblir l'Allemagne tout entière ? La Rhénanie, qui est essentiellement catholique, n'est-elle pas étrangère à la culture prussienne, qui est protestante ? Ces régions d'Allemagne n'ont-elles pas été jadis des provinces françaises, sous Louis XIV,
puis du temps de la Révolution et de l'Empire, répètent les Français. Certains voudraient redessiner la carte de l'Allemagne pour mieux la diviser, s'accaparer des territoires allemands, ou du moins accroître la zone d'influence de la France. Ce serait prudent. Mais ce serait se mettre à dos les Anglais et les Américains avec qui la victoire a été remportée. Clémenceau imagine leur protestation. « Pardon, vous prenez, mais ce que vous voulez prendre là n'appartient pas qu'à vous. Nous sommes 3 à avoir mis la bête par terre. » L'objectif de tous est d'éviter une nouvelle guerre, mais chacun des alliés a ses propres intérêts. Les Allemands se persuadent qu'ils n'ont pas été vaincus. Le reporter Albert Londres note cet état d'esprit général. Ils se jugent les victimes de circonstances malheureuses. Ils se croient toujours le géant debout. Ils font une concession, c'est que ce géant, pour un moment, doit consentir à ne plus mordre. Quant à ses yeux, ils ne baisseront pas. Ce géant porte peut-être des fers aux pieds, mais il garde une couronne sur la tête. On pouvait aussi se demander, écrit l'un des occupants français, ce qu'allait être, après tant de combats furieux et de haine exaspérée, le contact sur le sol ennemi de ces hommes qui, depuis 4 ans, supportaient les pires souffrances et qui, la rage au cœur, venaient de traverser leur pays systématiquement dévasté. Nous quittions la mort et nous retrouvions la vie, dit l'un d'eux. En d'autres termes, comment ça allait se passer avec ceux que les Français appellent les Boches? Eux qui n'ont jamais connu la guerre sur leur sol. Eux dont le pays est resté jusqu'à maintenant inviolé, intact. « 6 divisions d'infanterie et 1 de cavalerie. 90 000 hommes en bleu horizon. Plus les effectifs qui viendront en renfort. Plus les fonctionnaires et leurs familles. Au moins 300 000 personnes au total. Tandis que 12 à 15 millions d'Allemands seront directement concernés par l'occupation de leur pays. » Joseph Roth observe pour le quotidien Neue Berliner Zeitung: les couleurs françaises, qui sont partout, ne donnent pas à la ville une touche française, mais bien clairement celle d'une occupation. Le chef de bataillon Henri Bordeaux fait partie des troupes qui arrivent à Mayence. À 2 heures, la musique militaire débouchant de la Ludwigstrasse vient se ranger sur la place. Derrière elle s'avance, majestueux, paisible, le général Fayolle, seul, un peu en avant de son état-major. Bien campé, l'assiette solide, le buste redressé, les yeux clairs, il donne l'impression de la forte organisation militaire qui a tant contribué à notre victoire. Maintenant, c'est le général Mangin qui prend sa revanche. La revanche sur l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, sur l'invasion du nord de la France. Mangin qui monte une superbe bête à robe brune, tunique noire, culotte rouge, gants blancs. La double rangée de feuilles de chêne de son képi brille comme s'il y avait du soleil. Baba, son fidèle ordonnance noire, a dû le frotter comme on fait reluire l'ostensoir d'or pour la procession. Et ce défilé fut aux yeux de Mayence
le témoignage direct de la puissance française. Mieux que tous les communiqués du monde, il lui expliqua notre victoire. Car il faut des images à la foule. Ces images-là se fixent dans son imagination pour toujours. La ville, s'exclame Herz von Salomon, cadet allemand de 16 ans, était abandonnée à une volonté étrangère. Une sourde rage de prolétaires montait en moi. Je constatais que les petits officiers portaient des bottes vernies, qu'ils avaient la taille mince. Je vis un capitaine, le sourire aux lèvres, saluer de sa cravache une jeune fille. Qu'ils eussent le droit d'étaler leur fierté de guerriers pendant que nous attendions humblement, oui, cela faisait jaillir la haine dans mon cœur. Oui, je voulais que la haine de la foule élevât un mur de granit autour de ces vainqueurs et les forçât à osciller continuellement entre la peur et l'effroi. Wiesbaden, sur la rive droite du Rhin, en face de Mayence, est une vaste et élégante ville d'eau. Comme dans toutes les villes occupées, un général français est reçu par le bourgmestre qui l'attend tête nue. Henri Bordeaux rapporte la scène. Le général rappela la guerre inique imposée par l'Allemagne, la barbarie de cette guerre et le droit aux justes représailles. Et ce fut pour ajouter « Vous n'avez pas à craindre de notre part pareille attitude qui serait indigne de notre caractère, de notre passé et de notre race. Nous venons ici fermement résolus à respecter les biens et les personnes, mais non moins décidés à maintenir l'ordre le plus absolu. » Les Allemands doivent saluer le drapeau tricolore, descendre du trottoir devant les officiers. L'heure passe même à l'heure française. La circulation est restreinte. Les restaurants, les lieux publics, les journaux sont contrôlés, le couvre-feu est imposé. Des laissez-passer, des autorisations sont indispensables pour tout. Mais est-ce si facile de devenir un occupant ? S'interroge Pierre Macorlan, qui est le correspondant d'un journal français. Si j'étais conquérant de profession, je ne pourrais jamais me résoudre à occuper des pays ennemis, tant j'aurais peur de déranger les gens. Ainsi, rien ne serait plus étonnant, imagine-t-il, que le cantonnement d'un régiment d'infanterie allemande dans un village provençal. Certains Allemands doivent tout de même se sentir protégés des conseils ouvriers, des spartakistes, ces communistes qui se soulèvent à travers tout le pays contre la toute jeune République de Weimar, née après l'abdication du Kaiser. Ici, l'ordre règne. Et pour ceux qui ont le sens des affaires, l'occupation est même profitable au commerce.
Albert Kahn, un banquier français fortuné, a décidé depuis 1900 d'envoyer des photographes aux quatre coins du monde, constituer ce qu'il nomme les archives de la planète. Il sait que le monde est en train de changer et il veut conserver les traces de l'état du monde, les traces de ces changements. Trois opérateurs de cinéma, Camille Sauvageau, Lucien Le Saint, Frédéric Gadmer, sont envoyés par les archives de la planète en Rhénanie. Ils enregistrent l'histoire en train de se faire sous leurs yeux. Ils regardent l'Allemagne en cinéaste, prenant le temps d'observer les situations, les gens, de saisir la vie sur le vif. Le visiteur ici est frappé de l'application des fonctionnaires et des employés, de la bonne distribution apparente de la vie pratique, remarque à nouveau Henri Bordeaux. Le mot d'ordre en ce moment, dans l'Allemagne qui veut échapper à la révolution, c'est travail, Arbeit. Le travail doit remplacer la guerre. Eugène Daby, l'un des nombreux poilus à devoir rester mobilisé plusieurs mois après l'armistice, raconte sa nouvelle existence. Nous logions chez l'habitant, nous recevions du beurre, du lait, des œufs. En échange, nous donnions du sucre, du café, du pain blanc. Le père avait une barbe rousse, des yeux bleus. La mère, un visage doux et souriant. Nous les appelions Mutter, Vater. Et leurs deux filles, jeunes et fraîches, étaient bien entendu des Gretchen. Sur la cheminée était posée la photographie d'un soldat allemand, le fils, tué devant Verdun. Souvent, nous recevions la visite de leur fille, déjà mariée, et de son époux, le Fritz. Ça devenait un mot amical. Il criait « Capoute la guerre !» Et nous reprenions son cri avec un peu plus de haine, parce que nous, les vainqueurs, portions encore l'uniforme. Et nous ajoutions « Tous camarades !» Soldat de l'armée du Rhin, l'armée d'occupation, Gabriel Chevalier n'est pas prêt d'oublier lui non plus les horreurs et la peur de 14-18. Il confie des émotions plus intimes. Quelque chose était terminé, la guerre. Quelque chose allait commencer que nous nommions la vie. Revenu de ces lieux apocalyptiques, resplendissait devant nous un univers sans obus, sans baïonnettes et sans grenades. C'est en soumettant à leurs caprices les femmes de la nation conquise que les guerriers mesurent la portée de leur triomphe. Nous avions l'audace inconsciente de nous présenter en remplaçant avantageux des fiancés et des amants que nous avions tués collectivement de nos mains. Carolina était mon butin, ma part de prise sur la nation allemande. J'ai conservé pendant quelques années la photographie de cette demoiselle. Mais les Français trouvent le temps long. L'Allemagne est un pays où il y a les rives du Rhin, la Loreley et la cathédrale de Cologne. J'y consens, écrit à un ami Alexandre Vialat,
alors traducteur civil auprès des autorités militaires et rédacteur à la revue Rhénane, la revue d'art créée par les Français. L'Allemagne est bien davantage ce pays où les coiffeurs vendent des cigarettes, où pour servir un café on apporte 3 plateaux, 4 soucoupes, 3 cafetières, 6 tasses, 12 assiettes, 10 cuillères, du sucre, du lait et un liquide noirci sur des haricots pilés. Et où les lits n'ont pas de drap en général. Où il y a rarement de la bonne bière, jamais de bon tabac, toujours de mauvaises choucroutes. Où l'obscurité hante les peintres, où l'on est le plus sérieux dans la folie. Il y a des soirs, mon cher Henri, où je m'embête d'être si seul ici, poursuit Vialat, qui est aussi jeune que ces 2 jeunes soldats à béret. Pas de copains très intéressants, le théâtre, quand on a pour 3 sous d'imagination, c'est si médiocre, la musique sue la nostalgie, le cinéma, tu n'en voudrais pas. Wiesbaden, le grand paradis, qu'est-ce autre chose que quelques dancing, je ne danse pas, quelques théâtres, je ne raffole pas, quelques femmes à louer, ça ne satisfait guère. Quelques jours, je vais louer une bicyclette et partir à la découverte de la campagne. Pendant ce temps, Berlin et les grandes villes découvrent le jazz, les spectacles de cabaret, la peinture expressionniste, le docteur Mabuse, Nosferatu le vampire. Dès la tombée de la nuit, témoigne l'allemand Josef Breitbach, qui travaille dans une librairie de Coblence, on voit partout le long des quais du Rhin et de la Moselle, dans les docks, dans les cimetières et sur la grande place de l'église, des centaines de soldats en compagnie de jeunes Allemandes, dont une partie seulement faisait antérieurement profession d'amour. La plupart sont des jeunes filles provenant des couches inférieures de la population que le désir de friandise, si incroyable que cela paraisse, jette dans les bras des soldats. Mademoiselle, promenade, chocolade, tel est le mot qui vole de bouche en bouche dans la ville. Souvent, pour des cigarettes ou de la gomme à mâcher, des garçons imberbes servent d'entremetteurs. Tout se passe mystérieusement, comme en Orient. Mais il arrive que de petites idylles se nouent entre occupants et occupés, dont subsistent encore quelques mots doux, écrits parfois dans une langue très approximative. Si les soldats français apportent un parfum d'exotisme sur les bords du Rhin, beaucoup d'Allemands voient leur fréquentation d'un mauvais œil, tant ils pleurent, ceux qui ne sont pas revenus, leurs innombrables morts, leurs propres disparus. Pierre Macorlan accompagne souvent une patrouille de la navale qui fait la police sur le Rhin. Quelquefois, on arraisonnait une embarcation pour se renseigner sur les marchandises qu'elle transportait. L'Argonne, la vedette gris-bleu, qui avait à son mât la flamme de commandement,
se tenait en tête de la file. Et dans le brouillard, les 3 petits bâtiments qui la suivaient faisaient figure de destroyers. Le pays semble un décor de conte. Un soleil pâle, rendu populaire par les cartes postales en couleur, donnait au Rhin sa véritable coloration grise et argentée, où tous les détails de la nature apparaissaient, tels que le jeune Dürer les a peints. C'était un film que je ne me lassais pas de voir. Le 12 janvier 1920, 14 mois après l'armistice, enfin, le traité de Versailles entre en vigueur. Son article 231, notamment, lui vaut d'être considéré comme un diktat insupportable. Ne déclare-t-il pas que les Allemands sont responsables de la guerre et qu'à ce titre, ils doivent payer? Mais payer quoi? 132 milliards de marks or seront finalement chiffrés. Désormais, l'occupation de la Rhénanie vise aussi à garantir le paiement de ces réparations. Et cette occupation doit durer 15 ans encore. Mais au moins, les militaires n'exercent plus les pleins pouvoirs. L'administration allemande recouvre peu à peu certaines de ses prérogatives, sous la surveillance des Alliés. À Coblence, au confluent du Rhin et de la Moselle, s'élève la statue équestre de l'empereur Guillaume Ier, qui avait été érigée pour célébrer l'unité du Reich. C'est là, dans cette ville majestueuse, que s'installe le commissaire de la République, le Français Paul Tirard. Paul Tirard préside la Haute Commission interalliée aux territoires occupés, créée spécialement pour contrôler l'administration civile de toute la Rhénanie occupée. Le général Degout prend la tête de l'armée du Rhin. Puis le général Guillaumat. L'état-major de l'armée du Rhin reste en charge de tout ce qui concerne le renseignement et le maintien de l'ordre. La Haute Commission interalliée a beau être souveraine, elle doit naviguer sans cesse entre les intérêts des Allemands et ceux des Alliés. Notre haut commissaire, explique un observateur venu de Paris, c'est l'œil de Coblence. Et la besogne est incessante. Quand j'écris l'œil de Coblence, je pourrais mettre aussi l'oreille aux aguets et aux écoutes. Ces archives de l'armée du Rhin se sont retrouvées à Moscou après avoir été saisies par les Allemands en 1940, avant d'être restituées à la France, il y a seulement quelques années. Il fallait créer de toutes pièces les rouages de cet organisme neuf, s'enthousiasme le même visiteur parisien. Des vocations se sont découvertes parmi toute une jeunesse dont les années de guerre avaient interrompu la carrière. Je songe aux colonies où se forment des individualités, des caractères. On sent des directives avec une direction. Les bureaux sont actifs, sans odeur de paperasse. Le téléphone n'est pas qu'un ustensile de logis moderne, il sert vraiment. Bref, on travaille avec zèle, et souvent avec la conscience de l'immense devoir à accomplir.
Nous sommes comme des hôtes compromettants, écrit un autre voyageur de retour de Rhénanie, car le gouvernement français invite beaucoup. Alors, que peut faire la France? L'important, c'est d'accumuler tous les moyens de propagande destinés à donner une haute idée de l'intelligence française, dans ce qu'elle a de plus séducteur et de plus personnel. L'effet bienfaisant de l'occupation sera d'aider deux nations à se connaître mieux. Et sur quel sujet peut-on s'entendre mieux que sur celui des lettres et des arts? Concerts, expositions, conférences, tournées théâtrales. Le haut-commissaire Paul Tirard a forgé une expression pour cette politique: la pénétration pacifique. Ne s'agirait-il pas, au fond, de coloniser la Rhénanie pour son bien? La France est fière d'afficher son patrimoine. Son empire colonial en est le plus beau trophée. « 18 000 hommes, 20% des forces d'occupation françaises, appartiennent aux troupes indigènes, dont 4 000 originaires d'Afrique noire, mobilisables à merci. Mais les Allemands, qui n'acceptent pas d'être des vaincus, supportent encore moins d'être gardés par ceux qu'ils considèrent comme des sauvages. Un drame va mettre le feu aux poudres. Le 7 avril 1920, à Francfort, des soldats français se sentant menacés par la foule font usage de leurs armes. On parle alors de 10 morts et de 30 blessés. Circonstance aggravante, les soldats français appartiennent à ces troupes coloniales. Trois jours plus tard seulement, à Londres, paraît à la une du Daily Herald, le quotidien du Parti travailliste, un long article signé Edmund Morel. Il dénonce le fléau noir en Europe. L'article est vite édité sous forme de brochure, L'horreur sur le Rhin. Des femmes disparaîtraient par centaines, d'autres se suicideraient. Leurs cadavres seraient cachés aux abords des casernes. Les maisons de tolérance recruteraient des femmes blanches pour assouvir le désir des envahisseurs de couleur. Des épouses fidèles sacrifieraient leur honneur pour que leurs filles soient épargnées. La syphilis gagnerait. Les choses sont de telle nature que des étrangers les jugeraient de pure invention, ajoute Edmund Morel pour mieux convaincre. Caricatures et affiches propagent la folle rumeur. Tracts, livres et périodiques illustrés, timbres pour l'étranger, ligues et meetings, conférences, pièces de théâtre, films sensationnels, appels aux sociétés religieuses, pacifistes, féministes de tous les pays, aux chefs d'État, à la Société des Nations. Même le jeune Bertolt Brecht, qui commence à écrire pour le théâtre, se révolte. En Rhénanie, les nègres, par compagnie entière, engrossent les femmes. Ils s'en tirent sans punition, se rient des protestations de la population. Ces Allemands, dont on esquinte les épouses, grincent des dents, mais bien cachés dans les watters pour que personne n'entende. Ils prouvent que c'est bien fait pour eux, les citoyens allemands de 1920. C'étaient donc là les représentants de l'humanité et de la démocratie, ricanne Ernst von Salomon, jeune ultranationaliste allemand. On les avait ramassés dans tous les coins du globe pour venir nous châtier, nous, les barbares.
Surtout, messieurs les Français, pas de fausse pudeur. Comment? Nous ne sommes pas des barbares? Eh bien oui, nous voulons être des barbares. L'Allemagne n'incarne plus la barbarie, stigmatisée pendant toute la guerre par la propagande. Désormais, c'est la France qui joue ce mauvais rôle. Même auprès des alliés d'hier. Quel retournement de situation. Au plan international, l'Allemagne a réussi sa campagne de propagande au-delà de tous les espoirs. La France est isolée et l'Allemagne apparaît maintenant en victime. Comme en témoigne ce registre, les enquêtes de l'armée française établissent le caractère hors de toute mesure de ces accusations, même si 150 à 200 cas ont été punis. L'état-major voit très vite parfaitement clair. Rien n'arrêtera cette campagne de mauvaise foi dont le véritable but n'est pas de sauver l'Allemagne d'un fléau imaginaire, mais d'obtenir non seulement le retrait des troupes noires, le retrait de toutes les troupes alliées. De 1920 à 1923, les États-Unis retirent leur dernier contingent. Le Sénat a finalement refusé de ratifier les clauses du traité de Versailles, qui devaient entraîner la garantie militaire des Américains. Les Français les remplacent en Rhénanie. La France a un compte à régler avec l'Allemagne. Les réparations en sont cette fois la cause. Peu encline à payer, affaiblie économiquement, l'Allemagne demande un moratoire et suspend ses paiements. Une autre bataille commence. C'est presque la guerre, mais l'ennemi est sans armes. Le 11 janvier 1923, 5 divisions, 3 françaises et 2 belges, 47 000 hommes, quittent la Rhénanie et suivent le Rhin. Ils se dirigent vers Düsseldorf, vers Duisbourg, vers Essen, vers Bochum. Ils font route pour la Ruhr. Bientôt, ils sont 75 000. La Ruhr est le poumon économique de l'Allemagne, avec ses mines de charbon, ses fabriques de coke, ses usines, sa sidérurgie. Pour les Britanniques et pour les Américains, il faut être réaliste. Les charges imposées à l'Allemagne sont trop lourdes, surtout si l'on veut que l'Allemagne redevienne un partenaire économique en Europe et qu'elle échappe aux bolcheviks. Pour le gouvernement français, c'est tout le contraire. L'Allemagne sabote ses comptes pour échapper à ses créanciers. Avant tout, elle doit payer. Payer les réparations des dommages de guerre et permettre de rembourser les emprunts souscrits auprès des Américains. L'Allemagne ne nous a pas donné le charbon qu'elle nous devait. Il est naturel que nous allions le chercher maintenant sur le carreau des mines, et voilà tout, répond Raymond Poincaré, le nouveau président du Conseil, à ceux qui, en France comme à l'étranger, s'opposent au recours à la force. Cette invasion soudaine laisse méduser les habitants de Düsseldorf qui se retrouvent un matin au milieu des chars Renault.
Ça, c'est la banlieue, s'écrie Egon Erwin Kisch dans Le Reporter enragé. Voilà ce qu'on se dit en arrivant à Essen, sur la Ruhr. Cette sombre ville tout entière, ses habitants et leur vie, tout ça n'a qu'un seul nom, Friedrich Krupp. Après le pays de Cocagne, c'est le pays des marchands de canons et des mines de charbon dont les Français veulent s'emparer. Tout est couvert par le bruit des usines et des fourneaux, rapporte encore le journaliste allemand. Le fer qui tombe, le fer qui roule, le fer qui bat. Des milliers d'instruments de mort ont été forgés ici. Le record de l'armement militaire a été atteint ici, et d'ici, on a livré jusqu'à se livrer à sa perte. Dès l'arrivée des troupes françaises, le gouvernement allemand riposte. Il lance aussitôt le mot d'ordre de résistance passive. Tous les habitants de Rhénanie s'arrêtent de travailler en quelques jours. Les gares se vident, les trains sont supprimés ou ne circulent qu'à petite vitesse. Les hauts fourneaux s'éteignent, les chantiers s'arrêtent, les magasins ne sont plus approvisionnés. Plus de commandes, plus de courriers, plus de téléphones, plus d'administration. L'économie allemande est peu à peu paralysée. Début mars 1923, un sous-lieutenant de chasseurs à pied et un chef de gare français sont tués à coups de revolver par de jeunes insurgés. Le convoi funéraire passe de rue en rue. Des curieux sont molestés par un sergent de l'armée du Rhin car ils oublient ou refusent de se découvrir. Le 31 mars suivant, des grévistes s'en prennent à un détachement français qui riposte. 13 ouvriers des usines Krupp sont tués à Essen. Ce samedi saint sanglant est l'occasion d'immenses funérailles. 70 000 personnes sont dans le cortège silencieux. Les parents, la direction des usines d'abord. « 250 000 spectateurs, selon la presse, sont tassés sur les trottoirs. Pour les couronnes de fleurs en forme d'étoiles et ornées de rubans rouges, on a dépensé des fortunes. Le service d'ordre est assuré par des ouvriers qui appartiennent à des associations communistes. Ils sont en tenue de brancardier avec un brassard blanc et rouge. La situation devient explosive. À tout bout de champ, les Français opèrent des contrôles, des fouilles, des arrestations. Ils dressent des barrages pour isoler la Ruhr du reste de l'Allemagne. Les Français proclament l'état de siège le 29 avril 1923. Les choupeaux, les agents de la police locale restés en fonction, qui avaient accepté de collaborer avec les autorités françaises,
sont considérés comme des ennemis potentiels. Ils doivent déposer leurs armes. Humiliation supplémentaire, les Français les chassent hors de la Ruhr. « 47 000 fonctionnaires considérés comme prussiens, c'est-à-dire suspects, sont expulsés. Les stocks de charbon sont pris de force par les Français, qui occupent les mines et les usines. Pour briser le mouvement de résistance passive, les Français font venir des mineurs de France, de Belgique, de Pologne, des cheminots, des soldats du génie. Un éditorial du directeur du journal Le Matin, Stéphane Lausanne, résume le sentiment général qui prévaut en France. En 3 ans, l'Allemagne, qui n'a pas eu un pouce de son sol ravagé par la guerre, qui n'a pas eu une maison détruite par la guerre, qui n'a pas eu une usine détériorée par la guerre, a versé 1,25 milliard de dollars seulement de réparation. Et pendant ces mêmes 3 années, la France, qui a eu 7 de ses plus riches départements dévastés, qui a vu saccager ses plus importantes mines de charbon, qui a vu ses meilleurs districts industriels réduits en cendres, a néanmoins trouvé la force d'avancer 7,5 milliards de dollars à la place des auteurs de la dévastation. Alors ça serait bien de pouvoir contrôler l'économie allemande. Nous avons perdu la guerre, déplore l'ingénieur des usines Krupp, Félix Beilstein, 1/3 des moyens de production et 3/4 du minerai et du fer. Une usine est aussi un organisme vivant. La guerre a déchiqueté la bouche de cet invalide. Maintenant, son ventre est tordu de convulsions parce qu'il a faim. Il est sans bras, sans jambes, sans tête. Dehors, dans le pays, on entend le hurlement du chaos. Des attentats éclatent un peu partout contre les Français et les Belges. Des activistes font sauter des ponts, sabotent des lignes de chemin de fer. Quelques centaines de postes d'aiguillage sont mis hors d'état. Ne subsistent de ces actes de résistance que de très rares images. Les gouvernements qui se succèdent en Allemagne au début des années 20 ne cessent, sur le plan économique, de pratiquer la fuite en avant. Plutôt que de chercher à réformer le système, ils font fonctionner à plein la planche à billets. Le mark se dévalue à une vitesse vertigineuse. L'Allemagne s'enfonce dans la crise. Ce dont l'extrême droite profite, et notamment l'un de ces groupuscules dirigés par un nommé Adolf Hitler, qui fait de l'occupation française un de ses chevaux de bataille.
Au change, 1 dollar vaut déjà 1 100 000 le 1er août 1923, puis 13 millions le 4 septembre, puis 42 000 milliards le 30 novembre 1923. On se chauffe avec des billets qui ne valent plus rien. Les magasins ne sont pas seulement fermés, ils sont aussi barricadés, écrit encore Joseph Roth pour un journal de Vienne. J'apprends que des scènes de pillage se produisent tous les jours. Les marchands craignent de nouvelles émeutes. Il y a la queue devant une épicerie. Le rideau de fer est baissé, avec seulement un passage minuscule pour se glisser. Plusieurs heures d'attente sont nécessaires. Mais les clients français, eux, sont immédiatement reçus. Ils payent en devises. Devant une boulangerie, des femmes au regard fou attendent. Des vieillards, des enfants. Joseph Roth est parmi eux et raconte. Il devrait y avoir du pain dans 1 heure, dit-on. Un coup de vent arrache des mains d'un enfant une grosse liasse de billets qui devait lui servir à acheter 3 miches. Les gens sont accroupis contre les murs, dans les embrasures de portes. Leurs vêtements sont en lambeaux. Des ouvriers, silencieux, désespérés, somnolent. Des chômeurs, pâles, épuisés, comme s'ils s'étaient rassemblés ici en attendant la mort. L'occupation et l'argent qu'elle coûte aux entreprises, comme à l'État, les salaires qui continuent d'être payés aux chômeurs, tout aggrave la crise économique. Alors, un nouveau piège se referme sur les Français, qui prennent encore le visage du persécuteur. La France se nourrit sur le dos de l'Allemagne. Elle veut la dévorer, elle veut l'anéantir. Même les anciens alliés s'y mettent. L'offensive anti-française est relayée par la presse anglo-saxonne. Le Times, le Daily Telegraph, le Washington Post, que compilent méticuleusement les services de renseignement français au QG de Mayence. L'envoyé spécial du quotidien américain, Constance Drexel, qui rend hommage à la courtoisie des militaires français à son égard, donne une série d'articles en juin 1923 pour citer en exemple l'endurance et le courage des Allemands. L'impression, écrit-elle, est qu'on se rend compte de l'impossibilité pour les Français de dominer la Ruhr. Car tout indique ici que les Allemands refusent de se laisser écraser et mutiler, même s'ils doivent se soumettre actuellement à des conditions nettement en leur défaveur. Ni les Américains ni les Anglais ne veulent que la France prenne trop d'importance en Europe. Pour relancer l'économie européenne et défendre leurs intérêts, les Américains prêtent de l'argent aux Allemands, ce qui réamorce le paiement des réparations. Les troupes françaises et belges acceptent d'abandonner leur pression sur la Ruhr à l'été 1925. Enfin admise à la table des négociations avec les Alliés, l'Allemagne signe à Locarno le pacte rhénan. L'Allemagne s'engage à renoncer à la guerre
et à maintenir la démilitarisation de la Rhénanie. L'heure, entre 1925 et 1929, est à la paix, au désarmement moral. Pour sceller la réconciliation, les contingents alliés évacuent la Rhénanie 5 ans avant le terme prévu. À l'automne 1929, les Belges quittent Aix-la-Chapelle en fanfare. Les Britanniques partent de Cologne à regret. Et les Français se retirent enfin de Coblence puis de Mayence. Le 30 juin 1930, le dernier bataillon du 8e régiment d'infanterie amène le drapeau tricolore sous l'œil de rares spectateurs, mais d'innombrables caméras chargées de faire en France la propagande de l'événement. La haute commission interalliée a cessé de vivre. Paul Tirard, le haut commissaire, prononce une ultime allocution qui, cela est rarissime à l'époque, a été enregistrée. Nous avons suivi dans ce pays une politique humaine et juste. Puisse le Rhin, loin de séparer les deux nations, les unir à leurs devoirs respectifs de civilisation. Nous observerons jusqu'au bout les traditions de courtoisie qui sont celles de la France et de son armée. Si nous avons réussi dans ce pays à laisser des souvenirs profitables, nous devons à la bonne humeur et la bonne grâce de nos jeunes soldats. Merci mon vieux, tu as bien travaillé pour ton pays. Merci. De nouveau, sous la pression des Américains, le paiement des réparations a été largement rééchelonné. La dernière échéance de la dette allemande aurait dû être versée en 1988. La France s'en va, mais elle espère toujours être payée par l'Allemagne. Malgré les apparences, des clameurs d'hostilité retentissent à la gare. Seul Paul Tirard, témoigne l'un de ses proches, fait semblant de ne pas les entendre, envoyant des signes d'adieu à cette foule qui maintenant n'a plus rien à craindre. Trois semaines plus tard, le président Hindenburg est accueilli en libérateur à Mayence, à Wiesbaden, à Coblence, à Cologne. La Rhénanie célèbre sa victoire dans les liesses en présence du vieux maréchal qui avait commandé l'armée allemande jusqu'au bout. L'Allemagne retrouve son unité et avec elle sa fierté. Du fait de la grande crise des années 30, l'Allemagne obtient un nouveau moratoire en 1931, puis l'abandon pur et simple de sa dette en 1932. L'Allemagne aura finalement payé 6 fois moins que prévu pour les réparations, dont très peu reviendra à la France. Pendant ce temps, sous les effets de la crise économique et politique, la place du Parti national-socialiste grandit de plus en plus en Allemagne. Le 30 janvier 1933, Hindenburg appelle Adolf Hitler au pouvoir. « 7 mars 1936, 19 bataillons de la Wehrmacht et 12 batteries d'artillerie pénètrent en Rhénanie, libérés de l'occupation alliée, mais toujours démilitarisée. Hitler a déclenché l'opération Exercice d'hiver. Les troupes ont reçu l'ordre de faire demi-tour en cas de réaction des Alliés. Dans son journal, Joseph Goebbels
se félicite du succès de ce coup de force. Samedi, les conversations téléphoniques interceptées montrent le désarroi total de la diplomatie. L'Angleterre reste passive, la France n'agira pas toute seule. L'Amérique s'en désintéresse et la Rhénanie est une mer de joie. Le Führer rayonne. Nous avons récupéré la souveraineté sur notre propre terre. C'est le coup d'envoi de la marche vers la guerre. La dette de l'Allemagne envers la France restera irréparable. La sécurité de l'Europe ne sera pas assurée par les Alliés. Sait-on jamais ce qui peut sortir de l'humiliation et de la colère ?